Alors que les parents arrivaient pour la récupération de l'après-midi à la crèche, une scène particulière a attiré l'attention d'une puéricultrice expérimentée. Au milieu des retrouvailles joyeuses habituelles, quelque chose terriblement pas. Elle remarqua l'hésitation inhabituelle d'une petite fille à partir avec son père. Des années de travail avec les enfants lui avaient donné un sixième sens pour les problèmes, et la situation ne lui semblait tout simplement pas normale. Suivant son intuition, elle prit la décision fatidique de les suivre, un choix qui allait découvrir une horrible vérité qu'elle aurait désespérément voulu ne pas être réelle. Pourquoi la petite fille ne voulait-elle pas partir avec son père, et quel horrible secret la puéricultrice allait-elle découvrir? Avant de plonger, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Émilie Dubois a jeté un coup d'œil à l'horloge sur le mur coloré de la crèche Les Petits Pousses à Lyon. Il était 17h45, signalant que la journée touchait à sa fin et que les parents arriveraient bientôt pour récupérer leurs enfants. À 27 ans, Émilie travaillait comme puéricultrice à la crèche de Knecht depuis plusieurs années et la routine de l'heure de récupération lui était familière. Tapant sur l'écran pour vérifier les notifications. La crèche avait récemment mis à jour son système avec une nouvelle application et un système de code-barre au bureau administratif, permettant aux puéricultrices de voir quels parents étaient en route et qui s'étaient déjà enregistrés pour récupérer leurs enfants. Cette mise à niveau technologique avait considérablement amélioré les mesures de sécurité pour les enfants. Alors qu'Émilie faisait défiler les notifications, elle a remarqué qu'Amélie Lefebvre était la prochaine sur la liste et que sa mère était déjà en route. Avec cette information, Émilie savait qu'elle devait préparer Amélie pour le départ. La zone de jeu grouillait d'activité alors qu'Émilie s'y rendait. Les rires d'enfants et les bavardages excités remplissaient l'air, une cacophonie de joie qui lui arrachait toujours un sourire. Elle a scanné la zone, cherchant Amélie parmi la mer de petits visages et de vêtements colorés. Finalement, elle a aperçu la petite fille au toboggan, riant avec ses amis alors qu'ils faisaient la queue pour glisser. Émilie s'est approchée d'elle, ses pas mesurés et calmes, ne voulant pas effrayer les enfants. Amélie, a-t-elle appelé doucement, « Il est temps de se préparer, ma chérie. Ta maman va arriver d'un instant à l'autre pour te chercher. » Le changement dans le comportement d'Amélie a été instantané et surprenant. Le sourire a disparu de son visage, remplacé par une expression de détresse. « Non, a-t-elle dit, sa voix tremblante, je ne veux pas rentrer à la maison, s'il te plaît. Je veux rester ici. » Émilie s'est accroupie au niveau d'Amélie, sa voix douce et compréhensive. « Je sais que tu t'amuses avec tes amis, Amélie, et c'est merveilleux, mais il est temps de rentrer à la maison maintenant. Ne t'inquiète pas, tu reviendras demain pour jouer à nouveau. » Mais Amélie n'était pas consolée. Sa détresse a rapidement dégénéré en une crise de larmes. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle répétait. « Non, 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 s'il te plaît, je ne veux pas rentrer à la maison. » La petite fille s'est reculée contre le mur sous la plateforme du toboggan, une structure en bois qui rendait difficile à Émilie de l'atteindre sans ramper. Émilie est restée où elle était, accroupie au niveau d'Amélie, ne voulant pas envahir l'espace de l'enfant. Elle a observé l'expression de détresse d'Amélie et, pendant un bref instant, elle a ressenti un pincement d'inquiétude. Quelque chose dans cette réaction semblait différent des crises habituelles dont elle avait été témoin au fil des ans pendant les heures de dépôt et de récupération. Réalisant que la force ne fonctionnerait pas dans cette situation, Émilie a opté pour une approche plus douce. « Amélie, a-t-elle dit doucement, peux-tu me dire pourquoi tu ne veux pas partir? Qu'est-ce qui te tracasse, ma puce? » Les sanglots d'Amélie se sont légèrement calmés alors qu'elle regardait Émilie avec des yeux remplis de larmes. « Ici, c'est mieux qu'à la maison, a-t-elle réussi à dire entre des hoquets. Tout le monde est si gentil les uns avec les autres ici. À la maison, c'est différent. » Les sourcils d'Émilie se sont froncés de confusion. « Qu'entends-tu par différent, Amélie? Peux-tu expliquer ?» Mais avant qu'Amélie ne puisse répondre, la sonnette aiguë a retenti. Émilie a soupçonné que c'était la mère d'Amélie qui arrivait pour récupérer sa fille. « Écoute, Amélie,
a dit Émilie, essayant d'injecter de l'enthousiasme dans sa voix. Tu as entendu cette sonnette? Je crois que ta maman est là. Allons à la porte ensemble, d'accord? Amélie a secoué la tête vigoureusement, refusant toujours de bouger de son endroit sous le toboggan. Émilie a pris une profonde inspiration, considérant ses options. D'accord, Amélie, que dirais-tu de ça? Tu peux jouer encore 5 minutes pendant que j'irai parler à ta maman. Mais après ça, elle a pointé l'horloge sur le mur, nous devons y aller? Tu promets? Émilie a tendu son petit doigt, l'offrant à Amélie pour un serment de petit doigt. La petite fille a hésité, ses yeux allant du visage d'Émilie à son doigt tendu. Après un instant, elle a fait un petit hochement de tête, mais n'a pas lié ses doigts à ceux d'Émilie. Prenant le hochement comme un accord, Émilie s'est levée. D'accord, 5 minutes de plus, a-t-elle rappelé doucement à Amélie. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle a croisé le regard d'une collègue. Peux-tu surveiller Amélie pour moi? A-t-elle demandé, recevant un hochement de tête en réponse. Avec un dernier regard à Amélie, qui était prudemment sortie de sous le toboggan, Émilie s'est dirigée vers le bureau d'accueil, son esprit toujours en train de s'interroger sur le comportement étrange d'Amélie et ses mots énigmatiques. Les pas d'Émilie ont résonné dans le couloir alors qu'elle se dirigeait vers la zone de réception. Elle s'attendait à voir le visage familier de la mère d'Amélie, mais au lieu de cela, elle a été accueillie par la vue d'un homme debout au bureau. Sa présence l'a prise au dépourvu et elle s'est approchée avec un mélange de curiosité et de prudence. « Puis-je vous aider ?» a demandé Émilie, sa voix polie mais teintée d'une pointe de lassitude. L'homme s'est tourné vers elle, un sourire amical sur son visage. « Oui, je suis là pour récupérer Amélie Lefebvre, a-t-il dit. La confusion d'Émilie s'est approfondie. Elle a rapidement vérifié le système à nouveau, confirmant ce qu'elle savait déjà. Amélie devait être récupérée par sa mère. Aucun autre nom de tuteur n'était enregistré dans leur dossier. Le nouveau système qu'ils avaient mis en place était conçu pour ne libérer les enfants qu'après avoir scanné un code-barre depuis le téléphone du tuteur enregistré, une mesure mise en place pour assurer la sécurité des enfants. « Je suis désolé, monsieur », a commencé Émilie, choisissant ses mots avec soin, mais nos dossiers indiquent qu'Amélie doit être récupérée par sa mère. Nous ne pouvons libérer les enfants qu'au tuteur enregistré après avoir scanné leur code-barre. C'est une mesure de sécurité, vous comprenez. Le sourire de l'homme n'a pas faibli. Il a fouillé dans sa poche et a sorti un téléphone. « Oh, je suis désolé. J'aurais dû mentionner que j'ai apporté le téléphone de ma femme avec moi. La mère d'Amélie avait quelque chose d'important à faire à la maison, alors elle n'a pas pu venir la chercher. » Émilie a hésité un instant avant d'accepter le téléphone. « Bien sûr, laissez-moi vérifier cela pour vous, » a-t-elle dit, ses doigts se déplaçant habilement sur l'écran. Fidèle aux paroles de l'homme, le compte était bien connecté avec les identifiants de la mère d'Amélie. Elle a navigué vers l'écran de génération de code-barre et l'a scanné dans l'ordinateur avant de rendre le téléphone. En rendant l'appareil, Émilie a examiné de plus près l'homme. Il y avait quelque chose de familier chez lui, et après un moment de contemplation, la reconnaissance est apparue. Elle se souvenait de lui lors d'un événement de bienvenue des parents il y a près d'1 an. C'était Marc Lefebvre, le père d'Amélie. « Monsieur Lefebvre, » a dit Émilie, son ton se réchauffant légèrement avec la reconnaissance, « je me souviens de vous de l'événement des parents de l'année dernière. Je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu tout de suite. » Le sourire de Marc s'est élargi. « Pas de souci du tout. Ça fait un moment, n'est-ce pas? En fait, je voulais mentionner que dans les prochains jours, la mère d'Amélie pourrait ne pas pouvoir venir la chercher tous les jours. Elle a trouvé un nouveau travail, vous voyez. » Émilie a hoché la tête avec compréhension. « Bien sûr, nous pouvons certainement nous en accommoder. Voudriez-vous que je vous enregistre comme tuteur dans notre système? De cette façon, vous aurez votre propre compte et code-barre pour les futures récupérations. » « Ce serait super, merci, » a convenu Marc. Émilie l'a guidé tout au long du processus, l'aidant à installer l'application sur son téléphone et à créer un nouveau compte de tuteur sous le nom de Marc Lefebvre.
Pendant qu'elle travaillait, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer une légère tension dans le comportement de Mark, malgré sa façade amicale. Elle a attribué cela au stress d'une nouvelle routine et a écarté la pensée. Les tâches administratives terminées, Emily a ouvert le portillon et a fait signe à Mark d'entrer. Il a enlevé ses chaussures et a franchi le petit portillon à la hauteur des enfants. Ensemble, ils se sont dirigés vers la salle de jeu où Amélie attendait. Alors qu'ils approchaient, Émilie pouvait voir Amélie perchée au sommet de la structure du toboggan. Marc a appelé sa fille d'une voix douce, mais l'effet sur Amélie a été immédiat et déstabilisant. La petite fille a visiblement frissonné et s'est reculée contre le mur, refusant de glisser. « Amélie, allons-y », a dit Marc, sa voix basse et sérieuse, bien que pas ouvertement agressive. Il a tendu la main vers sa fille. Émilie a regardé Amélie tendre timidement sa propre main, son visage empreint d'une expression qui ressemblait étrangement à de la peur. La petite fille a glissé lentement, ses mouvements réticents alors qu'elle suivait son père hors de la salle de jeu. Dans le vestiaire près du portillon, Émilie a aidé Amélie avec son sac et sa gourde. La petite fille a hésité à mettre ses chaussures, et quand Marc s'est accroupi pour l'aider, Amélie s'est soudainement enfuie, courant vers la salle de jeu. Pendant un bref instant, Émilie et Marc ont partagé un regard inquiet. Marc a rapidement brisé la tension avec un petit rire. « On dirait que ma petite aime ça ici, hein ?» a-t-il dit avant de suivre Amélie. Émilie a regardé Amélie lutter pour atteindre la poignée de porte de la salle de jeu, qui était intentionnellement placée haut pour être hors de portée des enfants. Avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, Marc l'a rattrapée, la soulevant dans ses bras. Amélie a commencé à pleurer, répétant « Je ne veux pas partir !» Sa détresse attirant l'attention des autres membres du personnel et des parents. « Sois une gentille fille, maintenant, d'accord ?» a dit Marc, sa voix ferme, mais pas méchante. « Nous devons vraiment rentrer à la maison. Tu pourras jouer à nouveau demain. » Alors que Marc tenait Amélie, Émilie a aidé à mettre les chaussures de la petite fille. Elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas dans la situation, bien qu'elle ne puisse pas identifier exactement pourquoi. Elle avait été témoin de sa juste part de crise de colère lors des dépôts et des récupérations, mais il y avait quelque chose de différent dans l'expression craintive d'Amélie. Cela laissait présager plus qu'une simple agitation enfantine typique. Pourtant, sans aucune preuve solide, Émilie n'avait aucune raison claire d'intervenir. Avec un dernier échange de revoir, Marc a porté Amélie hors de la crèche, laissant Émilie debout à la porte, un sentiment d'inquiétude s'installant dans son estomac alors qu'elle les regardait partir. Dès que Marc et Amélie ont disparu par la porte d'entrée de la crèche, Émilie s'est retrouvée à saluer un autre parent qui avait attendu patiemment. Elle s'est déplacée derrière le bureau administratif, scannant le code-barre du parent nouvellement arrivé, mais son esprit était ailleurs. L'image du visage affligé d'Amélie ne cessait de lui apparaître, ainsi que les mots énigmatiques de la petite fille plus tôt. Émilie a essayé de se débarrasser du sentiment d'inquiétude, se disant qu'elle devait se concentrer sur son travail. Mais juste au moment où elle était sur le point de s'immerger pleinement dans la tâche à accomplir, elle a senti un tapotement sur son épaule. Se retournant, elle a vu une autre membre du personnel tenant un petit animal en peluche bien aimé. « Oh !» a soufflé Émilie, reconnaissant immédiatement le jouet. C'était le préféré d'Amélie, un compagnon constant pendant son séjour à la crèche. La réalisation l'a frappée. Amélie devait l'avoir oublié dans sa hâte de partir, ou peut-être dans sa réticence à partir. Cela expliquait pourquoi la petite fille avait essayé de courir vers la salle de jeu plus tôt. Sans hésitation, Émilie a pris l'animal en peluche de sa collègue. « Peux-tu me remplacer au bureau pendant quelques minutes ?» a-t-elle demandé, se dirigeant déjà vers la sortie. « Je dois le rendre à Amélie. Ils sont peut-être encore sur le parking. » Sa collègue a hoché la tête, prenant sa place au bureau. Émilie s'est précipitée hors du bâtiment, l'animal en peluche serré dans sa main. L'air frais du soir a frappé son visage alors qu'elle sortait, ses yeux scrutant le parking à la recherche de la petite fille et de son père. À son soulagement, elle les a aperçus, le véhicule toujours garé à sa place. Marc et Amélie semblaient venir de monter dans la voiture.
Émilie a accéléré le pas, prête à les appeler, mais quelque chose l'a fait s'arrêter. À travers la fenêtre ouverte de la voiture, elle pouvait entendre la voix de Marc, basse et sévère. « Tu n'étais pas une gentille fille tout à l'heure, Amélie. Tu es comme ta mère, toujours à causer des problèmes. » Émilie a senti sa respiration se couper. Les mots n'étaient pas ouvertement abusifs, mais le ton lui a donné des frissons. Elle a regardé Marc attacher Amélie dans son siège auto, lui tendant une collation et sa gourde. Ses mouvements n'étaient pas brusques, mais il y avait un manque distinct de chaleur dans son interaction avec sa fille. De là où elle se tenait, figée et tenant toujours l'animal en peluche, Émilie pouvait voir Amélie. La petite fille ne pleurait plus, mais son comportement avait complètement changé. Elle était assise silencieusement dans son siège, les yeux baissés, alors qu'elle acceptait la gourde et la collation de son père. Perdue dans ses observations et le tourbillon de pensées qui traversait son esprit, Émilie a manqué l'occasion d'approcher la voiture. Avant qu'elle ne puisse se ressaisir, Marc avait démarré le moteur et la voiture rouge sortait du parking. Émilie a juré sous son souffle, en colère contre elle-même, d'avoir hésité. À ce moment-là, elle a pris une décision en une fraction de seconde qui allait changer le cours de sa soirée et potentiellement la vie d'Amélie. Elle s'est précipitée vers sa propre voiture, déterminée à les suivre. Alors qu'elle se glissait sur le siège du conducteur, Émilie a essayé de rationaliser ses actions. Elle s'est dit qu'il s'agissait simplement de rendre l'animal en peluche, que pour certains enfants, leurs objets de réconfort étaient d'une importance cruciale. Amélie avait clairement été contrariée de l'avoir laissé derrière elle, interrompue par son père avant de pouvoir le récupérer de la salle de jeu. Émilie, en tant que jeune mère elle-même, comprenait l'importance que de tels objets pouvaient avoir pour les enfants. Mais au fond, elle savait qu'il y avait plus que cela. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas et elle ne pouvait pas se débarrasser du besoin de s'assurer qu'Amélie était en sécurité. Avec une profonde inspiration, Émilie a démarré sa voiture et a quitté le parking, l'animal en peluche posé sur le siège passager à côté d'elle comme un témoin silencieux de sa décision. Alors qu'elle s'engageait sur la route principale dans sa propre voiture, suivant les feux arrière rouges de la voiture de la famille d'Amélie au loin, Émilie ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle s'engageait. Mais le souvenir du visage craintif d'Amélie et des mots froids de Marc a renforcé sa détermination. Quoi qu'il se passe, elle était déterminée à aller au fond des choses pour le bien d'Amélie. Le trafic du soir était fluide alors qu'Émilie manœuvrait prudemment sa voiture, gardant une distance de sécurité derrière le véhicule rouge de Marc. Son cœur battait la chamade, un mélange d'adrénaline et d'anxiété la traversant. Elle savait que ce qu'elle faisait était peu conventionnel, peut-être même dépassait les limites, mais le sentiment lancinant dans son ventre ne la laisserait pas faire demi-tour. Pendant qu'elle conduisait, Émilie a pris son téléphone, décidant qu'elle devrait au moins informer la crèche de son départ soudain. Elle a composé le numéro, gardant les yeux sur la route. Un membre du personnel, pas celui qui lui avait remis l'animal en peluche d'Amélie, a répondu à l'appel. « Crèche les petits pouces, comment puis-je vous aider ?»« Salut, c'est Émilie Dubois, » a-t-elle dit, essayant de garder sa voix calme et désinvolte. « Je voulais juste vous faire savoir que je serai absente un petit moment. Un enfant a oublié quelque chose à la crèche et je le rapporte. »« Oh, d'accord, » a répondu le membre du personnel, semblant un peu surprise mais pas trop inquiète. « Pas de problème, tout est sous contrôle ici, Émilie. » Émilie a mis fin à l'appel, ressentant un petit soulagement que quelqu'un sache au moins qu'elle avait quitté les lieux. Elle a recentré son attention sur la route, remarquant que la voiture de Marc semblait accélérer. Au début, Émilie a essayé de suivre son rythme, ne voulant pas les perdre de vue. Mais en regardant son compteur de vitesse, elle a réalisé avec un choc que Marc roulait bien au-dessus de la limitation de vitesse. Le sentiment d'inquiétude dans son estomac s'est intensifié. Pendant qu'elle conduisait, l'esprit d'Émilie s'est emballé. Rejouant les événements de l'après-midi, la réticence d'Amélie à quitter la crèche, ses mots énigmatiques sur la maison étant différentes, et maintenant, la conduite imprudente de Marc. Tout cela peignait un tableau troublant.
Émilie a essayé de rationaliser la situation. Peut-être y avait-il une urgence familiale, ou peut-être s'adaptait-il à une nouvelle routine avec la mère d'Amélie qui commençait un nouveau travail. Mais peu importe comment elle essayait de l'expliquer, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Les rues sont devenues plus calmes à mesure qu'ils roulaient, la ville animée faisant place à des zones plus résidentielles. Émilie a veillé à maintenir une vitesse légale, ce qui signifiait que la voiture de Marc était maintenant assez loin devant elle. Elle a forcé ses yeux pour garder les feux arrière rouges en vue, ses jointures blanches sur le volant. Alors qu'ils continuaient leur trajet, Émilie a remarqué que le paysage changeait. Le paysage urbain laissait progressivement place à des environnements plus naturels. Il pénétrait dans la périphérie de Lyon, où la ville se fondait harmonieusement avec les régions forestières. Les maisons sont devenues plus espacées, entrecoupées de parcelles denses d'arbres. Émilie avait toujours apprécié la beauté de cette région où les gens pouvaient vivre près de la nature tout en étant proches de la ville. Mais maintenant, alors qu'elle suivait la voiture de Marc plus profondément dans ce paysage semi-rural, la forêt envahissante lui semblait plus menaçante que paisible. La route serpentait à travers les arbres, offrant occasionnellement des aperçus du soleil couchant à travers les trouées dans le feuillage. Émilie a vérifié l'heure sur son tableau de bord. Il roulait depuis environ 20 minutes maintenant. Sûrement, il devait s'approcher de la maison de Marc et Amélie. Juste au moment où cette pensée lui traversait l'esprit, quelque chose d'inattendu s'est produit plus loin. La voiture rouge de Marc a brusquement viré de la route principale, tournant dans une rue étroite qui disparaissait dans une section particulièrement dense de forêt. Elle s'est arrêtée soudainement le long du bord de l'asphalte. Le cœur d'Émilie a bondi dans sa gorge. Ce n'était pas une allée ou une sorte de route d'accès résidentiel. Elle menait hors route, disparaissant dans les profondeurs obscures des bois. Pendant un instant, Émilie a hésité. Elle a ralenti en se rapprochant de la voiture rouge qui était maintenant garée sur le côté de la rue. Le souvenir du visage effrayé d'Amélie a traversé son esprit, ainsi que les mots froids de Marc sur le parking. Sans réfléchir à deux fois, Émilie a également arrêté sa voiture, la positionnant juste derrière le véhicule de Marc, mais partiellement obscurci par la végétation dense. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il devait être audible dans le silence étrange de la forêt. Avec le crépuscule installé, les arbres semblaient se presser autour de leur voiture, leurs branches se balançant doucement dans la brise du soir. Les dernières traces de lumière du soleil luttaient pour percer le dense couvert forestier. Les mains d'Émilie tremblaient légèrement sur le volant alors qu'elle prenait une inspiration stable, répétant mentalement ce qu'elle dirait quand elle les affronterait enfin. Ce qu'elle a vu ensuite lui a glacé le sang. À ce moment-là, Émilie a pris une autre décision en une fraction de seconde. Elle savait qu'elle avait dépassé les limites en les suivant aussi loin, mais elle ne pouvait supporter l'idée de ce qui pourrait arriver si elle faisait demi-tour maintenant. L'animal en peluche posé sur son siège passager semblait la regarder d'un air accusateur, un rappel silencieux de son objectif. Prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs, Émilie a ouvert la portière de sa voiture. L'air frais et vif de la forêt a frappé sa peau, la faisant frissonner involontairement. Elle a attrapé l'animal en peluche d'Amélie et est sortie du véhicule, ses chaussures crissant doucement sur le sol jonché de feuilles. « Monsieur Lefebvre ?» Amélie a appelé Émilie, sa voix semblant anormalement forte dans le calme de la forêt. Elle a regardé, figée, Marc conduire Amélie par la main vers l'entrée de la forêt. La réticence de la petite fille était palpable, même à distance, sa petite forme semblant se recroqueviller à mesure qu'il s'approchait de la lisière des arbres. Marc s'est retourné au son de sa voix, son expression un mélange de choc et de quelque chose de plus sombre qu'Émilie ne pouvait pas tout à fait cerner. Amélie, tenant toujours la main de son père, a levé les yeux avec de grands yeux effrayés. « Mademoiselle Émilie ?» La voix de Marc était tendue, contenant à peine de la colère. « Vous nous avez suivis tout ce temps? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Émilie a levé l'animal en peluche, essayant de garder sa voix stable. « Je suis vraiment désolée de m'immiscer, monsieur Lefebvre.
Amélie a oublié son animal en peluche à la crèche. J'ai pensé qu'elle pourrait le vouloir, alors je vous ai suivi pour le lui rendre. » Les yeux d'Amélie se sont illuminés à la vue de son jouet bien-aimé, mais elle n'a fait aucun mouvement pour l'atteindre, se recroquevillant davantage derrière la jambe de son père. Les yeux de Marc se sont plissés de suspicion. « Vous nous avez suivis tout ce chemin juste pour rendre un jouet? Cela semble un peu excessif, vous ne trouvez pas ?» Émilie a senti ses joues rougir d'embarras et d'une touche de peur. Je sais que cela peut sembler ainsi, mais je sais à quel point ces objets de réconfort peuvent être importants pour les enfants. J'ai pensé qu'Amélie pourrait être contrariée sans lui. L'expression de Marc s'est légèrement adoucie, mais il y avait toujours une pointe dans sa voix quand il a parlé. « Eh bien, je suppose que c'est attentionné de votre part de faire un tel effort, mais ce n'était pas nécessaire, vous savez. Je crois qu'elle aurait été bien sans lui pour une nuit. » Alors qu'Émilie tendait l'animal en peluche à Amélie, qui le serrait fort contre sa poitrine, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil autour d'elle. La forêt semblait encore plus sombre maintenant, les ombres s'allongeant à mesure que le soleil continuait de se coucher. « Je suis désolée, » a dit Émilie, incapable de cacher son inquiétude dans sa voix, « mais puis-je demander ce que vous faites ici dans la forêt avec Amélie? Il se fait très tard. » Marc a semblé pris de court par la question, ses yeux allant nerveusement d'Émilie à la forêt derrière lui. Pendant un instant, il a semblé perdu, puis il a éclairci sa gorge et a dit « Eh bien, vous voyez, Amélie avait un besoin urgent d'aller aux toilettes. Elle a bu beaucoup dans la voiture après tout ce qu'elle a pleuré et joué à la crèche. » Émilie a hoché la tête lentement, essayant de comprendre cette explication. Mais elle se souvenait que tous les enfants avaient utilisé les toilettes après la classe, comme c'était leur routine. De plus, Amélie ne semblait montrer aucun signe d'avoir besoin de se soulager maintenant. Il n'y avait pas de gigotement ou la fameuse danse de la pipi qu'Émilie avait appris à reconnaître au cours de ses années de garde d'enfants. Pourtant, elle ne voulait pas trop insister. Peut-être que le stress de la journée avait affecté le contrôle de la vessie d'Amélie, ou peut-être que la climatisation de la voiture y était pour quelque chose. Émilie a décidé de le bénéfice du doute à Marc, même si son instinct continuait de lui crier que quelque chose n'allait pas du tout. « Bien sûr, » a dit Émilie, forçant un sourire. « Je comprends parfaitement. » Marc a hoché la tête brusquement, puis s'est tourné vers Amélie. « Viens, ma chérie, allons nous occuper de ça avant que tu n'aies un accident. » Alors qu'il se tournait pour s'enfoncer plus profondément dans la forêt, Marc a regardé par-dessus son épaule Émilie. « Merci d'avoir apporté le jouet, mais je pense qu'il est préférable que vous rentriez maintenant. Je crois qu'Amélie a besoin d'intimité. » Le congédiement était clair dans son ton, et Émilie savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de s'y conformer. Mais en les regardant disparaître dans l'ombre des arbres, la petite forme d'Amélie serrant son animal en peluche, Émilie ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle commettait une terrible erreur en partant. Le cœur lourd, elle s'est retournée vers sa voiture, le bruit des brindilles qui craquaient sous ses pieds, semblant résonner de manière accusatrice dans le silence de la forêt. Alors qu'elle atteignait la portière de sa voiture, elle a fait une pause, regardant une dernière fois l'endroit où Marc et Amélie avaient disparu. Son esprit s'emballait d'indécision. La forêt autour d'elle semblait retenir son souffle, le silence rompu seulement par le bruissement occasionnel des feuilles dans la douce brise du soir. Chaque instinct qu'elle avait en tant que puéricultrice, chaque once de sa formation, lui criait que quelque chose n'allait pas du tout. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait aucune preuve concrète d'un acte répréhensible, juste un sentiment lancinant dans son ventre et une série de petites observations troublantes. Émilie est remontée dans sa voiture, laissant la portière légèrement entr'ouverte pour mieux entendre les sons de la forêt. Mais il n'y avait rien d'autre que des bruissements de feuilles. Pendant un instant, elle est restée assise là, agrippant le volant, ses jointures pâles contre le cuir usé. Elle n'avait même pas réalisé à quel point son cœur avait battu fort jusqu'à ce que le calme de l'espace clos ne la presse, amplifiant le battement rythmique dans sa poitrine.
Elle a fermé les yeux, se forçant à prendre une profonde inspiration stable, puis une autre, jusqu'à ce que la tension dans sa poitrine se relâche juste assez pour penser clairement. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, hésitant un instant à appeler la police. Mais que dirait-elle? Qu'un père avait emmené sa fille dans les bois pour aller aux toilettes. Cela semblait ridicule, même dans son propre esprit. Finalement, elle décida qu'elle devait s'en aller. Rester là plus longtemps ne ferait qu'aggraver les problèmes s'il revenait et la voyait encore là, à traîner. Ce serait une confrontation à laquelle elle n'était pas préparée. Avec un soupir tremblant, elle tourna la clé dans le contact. Le moteur s'anima d'un grondement familier qui la ramena à la réalité. Pendant une fraction de seconde, elle envisagea de faire demi-tour, de retourner directement à la crèche, se convainquant que tout cela n'était qu'un malentendu, un moment de surréflexion. Mais en jetant un coup d'œil vers la forêt dense, un frisson la parcourut. Il n'y avait aucun signe de Marc ou d'Amélie. Le malaise qui couvait dans son ventre se mua en quelque chose de plus aigu, de plus urgent. Son rythme cardiaque, qu'elle venait de réussir à calmer, remonta, martelant ses oreilles comme une sonnette d'alarme. Elle déglutit difficilement, ses yeux balayant le périmètre autour d'elle. Elle savait qu'à quelques mètres de là se trouvait une station-service. Une idée se forma dans son esprit. Elle s'y arrêterait, profiterait du temps pour rassembler ses pensées et décider de sa prochaine action. Ce serait aussi un bon moment pour attendre et voir si leur voiture repartait. Émilie démarra le moteur et retourna sur la route principale. Fidèle à son souvenir, elle aperçut l'enseigne néon clignotante d'une station-service perçant la lumière déclinante. L'idée de partir sans savoir ce qui se passait la rongeait, mais l'idée de les suivre plus profondément dans les bois semblait imprudente. Au lieu de cela, elle décida d'un compromis. En douceur, elle avança, les pneus crissant doucement sur le gravier alors qu'elle se dirigeait vers la station. Alors qu'elle se garait près du bord du parking, juste assez inclinée pour avoir une vue dégagée du chemin de terre, Émilie coupa le moteur et laissa le silence s'installer autour d'elle. Les lumières fluorescentes de la station-service bourdonnaient faiblement en arrière-plan, mais son attention restait fixée sur la lisière sombre des arbres. Elle allait attendre. Elle devait être sûre, car au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce qui se passait dans ces bois n'était pas normal, et elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'Amélie avait besoin qu'elle s'en rende compte. En attendant le signe de la voiture rouge, Émilie a pris son téléphone. Elle savait qu'elle avait besoin de plus d'informations sur la famille si elle devait un jour impliquer les autorités. Elle a ouvert le cloud de la crèche Les Petits Pouces et a accédé à la base de données des clients. Elle a rapidement recherché les coordonnées et l'adresse des Lefebvre. En vérifiant la carte sur son téléphone pour leur adresse, Émilie a été surprise de réaliser que leur maison était en fait très proche. La réalisation n'a fait qu'accentuer son malaise. Pourquoi Marc avait-il ressenti le besoin de s'arrêter dans la forêt alors qu'ils étaient presque arrivés à la maison? Poussée par un mélange d'inquiétude et de curiosité, Émilie se retrouva à ouvrir ses applications de réseaux sociaux à la recherche de Marc et de la mère d'Amélie. Leur profil en ligne était peu fourni, avec peu de publications et encore moins de photos. Les photos qu'elle a trouvées de Marc avec Amélie étaient frappantes. Sur aucune d'elles, la petite fille ne souriait, et la mère d'Amélie était manifestement absente de chaque cliché. Plus Émilie creusait, plus son inquiétude grandissait. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette famille, quelque chose qui allait au-delà des stress et des tensions habituelles de la vie quotidienne. Mais que pouvait-elle faire? Assise là, les minutes s'écoulant avec une lenteur exaspérante, Émilie réalisa à quel point elle avait faim et soif. Elle n'avait pas mangé depuis le déjeuner à la crèche. Apercevant le magasin de la station-service, elle décida d'aller chercher quelque chose de rapide à manger et à boire pendant qu'elle attendait. Émilie sortit de sa voiture et entra dans le magasin. Les lumières fluorescentes à l'intérieur contrastaient fortement avec la pénombre du soir à l'extérieur. Elle commanda un café et choisit une pâtisserie, payant au comptoir avec des mains légèrement tremblantes. Alors qu'elle se tournait pour partir, son café dans une main et sa pâtisserie dans l'autre, Émilie se figea. À travers la porte vitrée du magasin,
Elle vit une voiture rouge passer à toute vitesse sur la route. C'était incontestablement la voiture de Mark. Sans hésitation, Emily se précipita hors du magasin. Elle se dépêcha vers sa voiture, plaçant hâtivement la tasse de café dans le compartiment et jetant la pâtisserie non consommée sur le siège passager. Le cœur battant, elle démarra le moteur et recula de la place de parking. Emily s'engagea sur la route, ses yeux scrutant frénétiquement tout signe de la voiture rouge de Mark. En approchant de l'intersection, elle réalisa avec un sentiment d'effroi qu'elle n'avait aucune idée de la direction qu'ils avaient prise. Pendant un instant, elle se sentit perdue et dépassée. Puis, prenant une profonde inspiration, Emily prit une décision. Elle ouvrit la carte sur le GPS de son téléphone, entrant rapidement l'adresse de la maison des Lefebvre qu'elle avait cherchée plus tôt. Faisant confiance à son instinct, selon lequel Mark rentrerait chez lui, elle se dirigea dans cette direction. Les rues devinrent plus calmes à mesure qu'Émilie pénétrait dans le quartier résidentiel des Lefebvre. Les maisons devinrent plus espacées, entrecoupées de parcelles de forêt qui semblaient dominer cette partie de Lyon. Elle ralentit sa voiture, ses yeux scrutant l'adresse qu'elle avait mémorisée, et puis elle la vit. Une maison peinte en blanc avec une voiture rouge garée devant. La maison des Lefebvre. Le cœur d'Émilie battait la chamade alors qu'elle garait prudemment sa voiture à quelques maisons de là, s'assurant d'avoir une vue dégagée sur la résidence Lefebvre. Alors qu'elle coupait son moteur, elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses pensées. Que ferait-elle maintenant? Que pouvait-elle faire, assise là, observant la maison silencieuse et se demandant ce qui se passait à l'intérieur? Émilie ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle était sur le point de témoigner de quelque chose qui allait tout changer. Le silence de la rue résidentielle enveloppa Émilie alors qu'elle était assise dans sa voiture garée, son regard fixé sur la maison des Lefebvre, baignée par la lumière indigo de plus en plus profonde. L'extérieur blanc du bâtiment semblait émettre une douce lueur dans le crépuscule déclinant, présentant une façade sereine qui masquait le malaise grandissant qui tordait l'estomac d'Émilie. Elle avait légèrement baissé les vitres de sa voiture, permettant à l'air frais du soir de s'infiltrer. La douce brise apportait avec elle l'odeur du pin de la forêt voisine et la légère odeur familière du dîner de quelqu'un. C'était tout si normal, si banal, que pendant un instant, Émilie se demanda si elle avait imaginé toute cette étrange séquence d'événements qui l'avait menée ici. Prenant le café froid qu'elle avait hâtivement acheté à la station-service, Émilie prit une gorgée, grimaçant légèrement à l'arrière-goût amer. Elle n'avait pas ajouté de sucre ou de crème dans sa hâte de suivre la voiture de Mark. Alors qu'elle reposait la tasse, elle aperçut la pâtisserie qu'elle avait également achetée, toujours intacte sur le siège passager. Émilie prit la pâtisserie en enlevant quelques miettes égarées qui étaient tombées sur le siège. Elle était sur le point de prendre une bouchée quand un son soudain la fit se figer, la pâtisserie à mi-chemin de sa bouche. Le bruit était faible, mais indubitable, le son sec et cassant du verre brisé. Le cœur d'Émilie commença à s'emballer alors qu'elle tendait l'oreille, essayant de localiser la source du son. Il venait de la direction de la maison des Lefebvre. Elle en était sûre. Pendant quelques instants, tout fut à nouveau calme. Émilie retint son souffle, se demandant si elle avait imaginé le bruit. Mais alors, porté par l'air calme du soir, vint un autre son qui lui glaça le sang. « Arrêtez, s'il vous plaît, pas devant notre fille !» La voix de la femme était remplie de peur et de désespoir, clairement audible même depuis la position d'Émilie dans la rue. Sans réfléchir, Émilie laissa tomber sa pâtisserie et attrapa son téléphone, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle ouvrait l'application appareil photo. Prête à enregistrer tout ce qui pourrait se passer ensuite. Alors qu'elle pointait son téléphone vers la maison et zoomait, Émilie vit un mouvement furtif à travers l'une des fenêtres avant. Une silhouette, Mark, supposa-t-elle, apparut brièvement, tendant la main pour fermer les rideaux. L'action fut rapide et décisive, comme s'il avait soudainement réalisé que les fenêtres étaient ouvertes et voulait cacher ce qui se passait à l'intérieur. Le cœur d'Émilie martelait violemment dans sa poitrine alors qu'elle appuyait sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. Malgré les rideaux tirés,
Des sons faibles filtraient à travers les murs, des gémissements étouffés de femmes et le grondement grave et dur de voix masculines empreintes de colère. Soudain, une ombre vacilla sur le tissu blanc et elle haleta en voyant la silhouette inconfondable de quelqu'un soulevant une batte de baseball. Le mouvement, net et délibéré. Tout prit soudain un sens horrible. La réticence d'Amélie à quitter la crèche, ses commentaires énigmatiques sur la maison étant différentes, le comportement étrange de Marc, tout cela indiquait une réalité terrifiante qu'Émilie avait désespérément espéré ne pas être vraie. Avec des mains tremblantes, Émilie arrêta l'enregistrement et composa le 17, numéro d'urgence de la police en France. Alors que le téléphone sonnait, elle essaya de stabiliser sa voix, sachant qu'elle devait être claire et concise. Police secours. Quelle est votre urgence? La voix calme de l'opératrice retentit dans le haut-parleur. Je dois signaler un possible incident de violence domestique, balbutia Émilie, sa voix tremblante et urgente. Je suis garé devant une maison et j'entends une femme crier à l'intérieur. Je pense qu'elle est en danger. Pouvez-vous me donner l'adresse, madame? Émilie débita l'adresse des Lefebvre, ses yeux ne quittant jamais la maison pendant qu'elle parlait. S'il vous plaît, dépêchez-vous, ajouta-t-elle. Il y a un enfant dans la maison aussi. Des agents sont en route, l'assura l'opératrice. Pouvez-vous me donner votre nom et me dire si vous êtes en sécurité là où vous êtes? Mon nom est Émilie Dubois. Je suis dans ma voiture, garée dans la rue. Je ne pense pas qu'il sache que je suis là. D'accord, Émilie. Je veux que vous restiez dans votre voiture et que vous vous mettiez en sécurité. La police devrait être là très bientôt. Pouvez-vous me dire autre chose sur ce que vous voyez ou entendez? Alors qu'Émilie ouvrait la bouche pour répondre, elle vit la porte d'entrée de la maison s'ouvrir. Marc sortit seul. Même à distance, Émilie pouvait voir que quelque chose avait changé en lui. Ses mouvements étaient saccadés, presque frénétiques, et il y avait une obscurité dans son expression qui lui glaça le sang. « Il sort de la maison », murmura Émilie au téléphone. L'homme. Il est seul. Il a l'air en colère. Elle regarda Marc marcher d'un pas déterminé et direct vers sa voiture. Alors qu'il tendait la main vers la portière, Émilie remarqua quelque chose qui la fit halter. « Il y a une égratignure sur son bras », dit-elle à l'opératrice. « Il essaie de la couvrir avec sa manche, mais je peux la voir. » Au moment où Marc s'apprêtait à monter dans sa voiture, le son des sirènes emplit l'air. 2 voitures de police tournaient au coin de la rue, leurs gyrophares clignotant vivement dans l'obscurité grandissante. Elles s'arrêtèrent en crissant devant la maison et 4 agents en sortirent, leurs armes dégainées. « Police, restez où vous êtes, mains en l'air !» cria l'un des agents. Marc se figea, sa main toujours sur la poignée de la portière. Lentement, il leva les mains, son visage un masque de choc et de fureur. L'attention d'Émilie fut détournée de cette scène par un mouvement dans l'une des fenêtres de la maison. Son cœur se serra en voyant le petit visage d'Amélie apparaître, les yeux de la petite fille écarquillés de peur alors qu'elle serrait son animal en peluche contre sa poitrine. « L'enfant ?» dit Émilie au téléphone, sa voix se brisant légèrement. « Je peux la voir à la fenêtre. Elle a l'air effrayée, mais je ne pense pas qu'elle soit blessée. Les agents vont s'assurer qu'elle est en sécurité, » l'assura l'opératrice. « Vous avez fait un excellent travail, Émilie. Y a-t-il autre chose que vous pouvez voir? » « Tout semble aller bien maintenant. La police s'en occupe, » rapporta-t-elle. « Bien. Merci pour votre signalement, Émilie. Nous prenons le relais. » La ligne se déconnecta, laissant Émilie regarder son téléphone, son cœur battant toujours la chamade. Alors que les agents s'approchaient de Marc, Émilie vit l'une de ses mains tressaillir, se déplaçant légèrement vers l'intérieur de sa voiture. La réaction de la police fut immédiate. « Ne bougez pas. Gardez vos mains où nous pouvons les voir », aboya un agent, son arme pointée fermement sur Marc. La main de Marc se figea et il leva lentement les 2 mains au-dessus de sa tête. Les agents se rapprochèrent rapidement, le maîtrisant et commençant à fouiller sa personne et la voiture. Un agent le palpa, un autre fit le tour du côté conducteur, le faisceau de sa lampe torche coupant l'intérieur sombre du véhicule. L'agent fouillant Marc tendit la main dans sa poche et en sortit un petit objet familier, une clé de maison.
Il la leva, échangeant un rapide regard complice avec son partenaire, avant de la passer à un autre agent qui se dirigea immédiatement vers la porte d'entrée de la maison. Pendant ce temps, à la voiture, la lampe torche de l'agent s'arrêta brusquement sur quelque chose coincé entre le siège conducteur et la console centrale. Il se pencha, sa respiration embuant le verre froid un instant avant qu'il n'ouvre la portière. Il tendit la main à l'intérieur et en sortit un gros marteau lourd, sa tête métallique étincelant de manière sinistre sous les lampadaires. La mâchoire de l'agent se serra. Il était clair que Mark avait voulu l'atteindre avant qu'il ne l'arrête. « J'ai une arme ici », cria l'agent, brandissant le marteau pour que les autres le voient. Emily haleta à la vue du marteau depuis la fenêtre de sa voiture. L'un des agents près de Mark lui lança un regard dur, sa prise sur le bras de Mark se resserrant légèrement alors qu'il l'escortait vers une voiture de patrouille. Un autre agent mit soigneusement le marteau dans un sac, le marquant comme preuve avant de le placer dans le coffre de l'une des voitures. À la porte d'entrée, la clé cliqueta dans la serrure et l'agent poussa la porte avec précaution, la main posée sur son étui alors qu'il appelait « Police ! Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur » Sa voix résonna dans l'intérieur sombre, mais il n'y eut pas de réponse immédiate. Les agents échangèrent des regards rapides et tendus avant d'entrer, leurs lampes de poche déchirant l'obscurité alors qu'ils sécurisaient les lieux, déterminés à s'assurer qu'aucun danger ne subsistait à l'intérieur. Alors qu'Émilie regardait la scène se dérouler devant elle, elle sentit une montée d'adrénaline la parcourir. La police avait maîtrisé Mark et des ambulanciers arrivaient maintenant sur les lieux, leurs fourgons se garant derrière les voitures de police. Avec des mains tremblantes, Émilie rangea son téléphone dans sa poche. Elle tendit la main vers la poignée de la portière et la poussa. L'air frais du soir la frappa alors qu'elle marchait vers la maison, son cœur battant à chaque pas. En s'approchant, elle put voir le visage de Mark déformé par la colère, ses yeux se posant sur elle avec un mélange de fureur et d'incrédulité. « Toi !» cracha-t-il, luttant contre les menottes. « Tu m'as traqué, moi et ma fille !»« Agent, arrêtez-la, elle nous a suivis !» Émilie sentit un frisson la parcourir à ces mots, mais elle tint bon. L'un des agents se tourna vers elle, son expression interrogative. « Madame, est-ce vrai? Avez-vous suivi cet homme ?» Émilie prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Je suis Émilie Dubois, celle qui a appelé le 17. Je travaille à la crèche Les Petits Pousses où Amélie, leur fille, est inscrite. J'ai suivi Monsieur Lefebvre parce que j'étais inquiète pour la sécurité d'Amélie. » Elle leva son téléphone. « J'ai un enregistrement de ce que j'ai vu et entendu se passer à l'intérieur de la maison. » L'agent hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Nous aurons besoin de prendre votre déclaration, mademoiselle Dubois. Pour l'instant, veuillez attendre ici pendant que nous sécurisons les lieux. » Alors que l'agent se tournait vers ses collègues, l'attention d'Émilie fut attirée par la porte d'entrée de la maison, qui s'ouvrait maintenant. Deux agents sortirent avec une petite fille qu'Émilie reconnut immédiatement comme Amélie. La petite fille semblait effrayée mais indemne. Quand elle vit Émilie, elle courut vers elle, enlaçant les jambes de la puéricultrice. « Hey, ma chérie », dit Émilie doucement, s'accroupissant au niveau d'Amélie. « Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. » Amélie la regarda avec de grands yeux remplis de larmes. « Mademoiselle Émilie, » murmura-t-elle, « maman est dans la salle de bain. Papa l'a enfermée. » Le cœur d'Émilie se serra à ces mots. Elle transmit rapidement cette information à l'agent le plus proche, qui contacta immédiatement ses collègues à l'intérieur de la maison par radio. Émilie retourna aux côtés d'Amélie, l'esprit en ébullition, mais le visage calme. Elle glissa doucement une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Amélie, se recentrant sur ce petit geste d'attention. De l'intérieur de la maison, des voix faibles crépitaient sur les radios des agents, mais Émilie garda son attention sur la petite fille tremblante devant elle. Elle pouvait sentir la peur d'Amélie, comme une pulsation dans l'air, lourde et suffocante. Émilie prit une lente inspiration, adoucissant sa voix en parlant, espérant apaiser la peur qui griffait le cœur de la petite fille. « Mademoiselle Émilie, » murmura-t-elle, « j'ai peur. Maman va-t-elle aller bien? » « Ça va aller, Amélie, » murmura Émilie, ses yeux chauds et gentils. « Tu peux tout me dire, je suis là pour t'aider. »
Amélie tripota le bord de sa manche, ses grands yeux bruns fuyant le sol. Ses fines épaules tremblaient légèrement, mais la présence calme d'Émilie semblait offrir un fragile sentiment de sécurité. Après un moment de silence, la voix d'Amélie finit par se faire entendre, douce et hésitante. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, murmura Amélie, ses mots tremblants comme du verre fragile. Elle fit une pause, déglutit difficilement avant de continuer. Mais papa ne m'a jamais fait de mal. Il a toujours dit que si je ne disais à personne ce qu'il faisait à maman, il ne me le ferait pas. Le cœur d'Émilie se serra, mais elle garda son visage impassible, hochant doucement la tête, incitant silencieusement Amélie à continuer. Les petits doigts d'Amélie se serrèrent en poing. Mais ce matin, il était en colère. Il était en colère parce que je ne voulais pas aller à la crèche avec lui. Oui. Et à la récupération aussi, comme vous avez vu, mademoiselle Émilie. La poitrine d'Émilie se sentait lourde, mais elle garda sa voix douce. Amélie, peux-tu me parler de la forêt? Quand tu as dit que tu avais besoin de faire pipi, était-ce vraiment pour ça que vous y êtes allé? Les yeux d'Amélie vacillèrent de peur, ses lèvres se pressant en une fine ligne avant qu'elle ne parle à nouveau, sa voix à peine un murmure. Sur le chemin du retour, il m'a demandé très soudainement si je voulais aller dans la forêt avec lui, dit-elle, son regard lointain comme si elle revivait le moment. J'ai dit non, je lui ai dit que j'avais peur de la forêt, je voulais juste rentrer à la maison. La respiration d'Émilie se coupa, mais elle garda sa posture détendue, sa main posée doucement sur le tapis entre elles, offrant du réconfort sans pression. Les mots d'Amélie se précipitèrent maintenant, comme si elle avait besoin de les faire sortir avant qu'ils ne l'engloutissent. Mais il n'a pas écouté. Il a pris ma main et m'a entraîné. Nous sommes allés loin, plus loin que je n'y suis jamais allé. Et puis il s'est arrêté et m'a montré un arbre. Sa voix trembla, les yeux embués. Il a dit que c'est là qu'il m'enchaînerait et me laisserait si jamais je refusais d'aller à la crèche avec lui à nouveau. Émilie sentit sa gorge se serrer, son cœur battant dans sa poitrine, mais elle se força à rester calme, à être le havre de paix dont Amélie avait besoin. « Il a dit que mon temps d'être la fille à maman est fini, » murmura Amélie, des larmes montant dans ses yeux, menaçant de déborder. « Il a dit que je devais grandir maintenant. » Émilie déglutit la boule dans sa gorge, se penchant un peu plus près, sa voix stable, bien que son cœur criait à l'intérieur. « Amélie, tu es si courageuse de me raconter ça, » murmura Émilie. « Tu as fait la bonne chose. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité. D'accord? Tu n'as plus à avoir peur. » Le petit corps d'Amélie tremblait de sanglots silencieux, alors qu'Émilie la serrait doucement dans ses bras, la tenant comme l'enfant fragile et précieuse qu'elle était. Quelques instants plus tard, Émilie vit un mouvement à la porte d'entrée. 2 agents apparurent, flanquant Mélanie Lefebvre. Son visage était contusionné, ses lèvres fendues et gonflées, ses cheveux étaient ébouriffés, et elle se tenait avec précaution comme si chaque mouvement lui causait de la douleur. Dès que Mélanie vit Amélie, elle appela sa fille. Amélie courut vers sa mère, et Mélanie l'enveloppa dans une étreinte serrée, les larmes coulant sur son visage. Émilie regarda les retrouvailles, le cœur lourd du poids de ce que cette famille avait enduré. L'un des agents toucha doucement l'épaule d'Émilie. « Madame, nous devons les faire examiner par les ambulanciers. Pouvez-vous amener l'enfant » Émilie hocha la tête, se levant et s'approchant d'Amélie et de Mélanie, toujours dans ses bras. Alors qu'elle marchait vers l'ambulance, elle put entendre la voix colérique de Marc derrière elle, lançant toujours des accusations et des menaces. « Attendez un peu. Je vais vous montrer ce que je peux faire à cette sale crèche !» cria-t-il alors que la police le poussait dans la voiture. Émilie ne fit pas attention à ce qu'il disait. Au lieu de cela, elles continuèrent leur chemin vers l'ambulance. À l'ambulance, Émilie confia Amélie à une ambulancière au visage bienveillant. Elle regarda Amélie et Mélanie être examinées, le cœur brisé à la vue de leurs blessures et de leur détresse. Un agent de police s'approcha d'Émilie, un carnet à la main. « Mademoiselle Dubois, nous devons prendre votre déclaration maintenant. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé ?» Émilie hocha la tête, prenant une profonde inspiration avant de raconter les événements de la soirée. Elle décrivit le comportement d'Amélie à la crèche,
sa décision de suivre la voiture de Mark, l'étrange arrêt dans la forêt, et enfin, ce qu'elle avait entendu et vu devant la maison. Pendant qu'elle parlait, Émilie pouvait voir l'expression de l'agent devenir plus sérieuse. Quand elle eut fini, il leva les yeux de ses notes avec une expression grave. « Merci, mademoiselle Dubois. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était extraordinaire. Peu de gens auraient fait confiance à leur instinct comme vous l'avez fait. Vous devriez être fiers de vous. Vos actions ont peut-être bien sauvé 2 vies ce soir. » Il fit une pause, ses yeux se posant sur la voiture où Mark était maintenant arrêté. Émilie hocha la tête, sentant un mélange de soulagement et d'épuisement l'envahir. Alors que l'agent s'éloignait, elle entendit une voix douce derrière elle. « Mademoiselle Émilie ?» Elle se retourna pour voir Mélanie debout, Amélie accrochée à sa jambe. Malgré ses blessures, les yeux de Mélanie étaient clairs et remplis de gratitude. « Merci, » dit Mélanie, sa voix à peine un murmure. « Si vous n'aviez pas été là, si vous ne nous aviez pas suivis. » Elle s'interrompit, incapable de finir la pensée. Émilie sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je suis juste contente que vous soyez toutes les deux en sécurité maintenant, » dit-elle doucement. Mélanie hocha la tête, puis prit une profonde inspiration. « Ça n'a pas toujours été comme ça, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Quand Mark et moi nous sommes mariés pour la première fois, il était différent. Il était gentil, patient même. Mais tout a changé après qu'il ait rencontré une autre femme à son travail dans la société technologique. » Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à Amélie qui écoutait attentivement. Cette vue sembla lui donner la force de continuer. L'autre femme, elle l'a utilisée, l'a manipulée. Au fil des ans, il a tout investi dans cette entreprise et elle a finalement obtenu suffisamment de parts pour lui prendre l'entreprise. Au début, ce n'était qu'une petite liaison et je l'avais prévenu, essayant de rester fidèle pour le bien d'Amélie. Mais il n'a jamais écouté. La voix de Mélanie devint plus douce, remplie de douleur et de regrets. Leur relation a continué et finalement, il a été complètement manipulé. Quand il a tout perdu, il m'a blâmé à la place, a dit que je n'étais pas assez bien et que je l'avais fait tromper. Il a commencé à s'énerver pour de petites erreurs. Notre relation n'a plus jamais été la même, peu importe combien de fois j'ai essayé de la restaurer. Émilie écouta, le cœur lourd du poids des mots de Mélanie. Elle pouvait voir maintenant comment une famille apparemment parfaite s'était effondrée, laissant derrière elle les morceaux brisés dont elle avait été témoin aujourd'hui. Alors que Mélanie finissait de parler, un agent de police s'approcha d'elle. « Madame Lefebvre, nous avons besoin que vous et votre fille veniez au commissariat pour faire vos déclarations. Et vous aussi, mademoiselle Dubois. Nous aurons besoin de cet enregistrement que vous avez mentionné. Vous sentez-vous capable de le faire ?» Mélanie et Émilie échangèrent des hochements de tête pendant que la mère serrait doucement la main d'Amélie pour la rassurer. Alors qu'elle commençait à suivre l'agent, Mélanie jeta un dernier regard à Émilie. « Merci, » dit-elle à nouveau, sa voix remplie d'émotion. « Vous nous avez toutes les deux sauvées aujourd'hui. » Émilie les regarda s'éloigner, ressentant un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Alors qu'elle se tournait pour suivre un autre agent jusqu'à sa propre voiture, elle aperçut Mark être emmené dans une voiture de police. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant un bref instant, remplis d'une haine qui la fit frissonner. Alors qu'Émilie montait dans sa propre voiture pour suivre la police au commissariat, elle ne put s'empêcher de réfléchir aux événements de la journée. Ce qui avait commencé comme un simple acte de restitution d'un jouet oublié s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif. Elle avait fait confiance à son instinct, suivi son intuition, et ce faisant, avait potentiellement 2 vies. Le poids de cette réalisation s'installa sur elle alors qu'elle roulait, suivant les voitures de police dans les rues calmes de Lyon. Émilie savait que la nuit était loin d'être terminée. Il y aurait des déclarations à faire, des questions à répondre, et sans aucun doute, des moments difficiles à venir pour Amélie et Mélanie. Mais en conduisant, Émilie ressentit un sentiment de détermination se solidifier en elle. Elle avait fait une différence aujourd'hui et elle était déterminée à continuer de le faire, pour Amélie, pour Mélanie et pour tous les autres enfants et familles qui pourraient souffrir en silence.
Les lumières du commissariat apparurent et Émilie prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, et cela, elle le réalisa, était tout ce qui comptait vraiment.